Alors, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Je me présente, je m'appelle Anthony, sinon on me connaît sur internet sous le nom des Arts Malades. Et je suis venu vous parler du tarot de Marseille, plus exactement du mandala du tarot de Marseille, c'est-à-dire les 22 lames majeures. On va voir ce que c'est en détail. Et d'abord, je voulais me présenter un petit peu. Au départ, j'ai fait des études d'informatique, je suis informaticien. Et en fait, les études d'informatique, j'ai bien aimé, mais à côté des études, j'ai approfondi des choses qui n'avaient rien à voir avec l'informatique, puisque c'est là que j'ai commencé vraiment à lire, par exemple, de la philo, de la philosophie, où je m'intéressais beaucoup à l'histoire de France, ou encore à la mythologie, plus précisément à la mythologie égyptienne. Après, j'ai un petit peu travaillé dans l'informatique, mais finalement, de la philosophie et de l'histoire, je me suis intéressé à ce qu'on pourrait appeler la métaphysique, donc au questionnement métaphysique. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai que je ne travaille plus dans l'informatique, je donne des cours particuliers en maths. Je fais de la musique aussi, c'est vrai que j'aime beaucoup, je compose du piano et du synthé. Puis, en fait, à partir de ce que je lisais à l'époque, j'ai écrit des livres, alors soit édités, soit auto-édités, de philo, de développement personnel. Et puis donc, un jour, alors je ne me souviens plus de l'année, mais il y a quelques années déjà, un été, et plus particulièrement au cours d'un mois d'août, je me suis intéressé au sujet d'aujourd'hui, au fameux tarot de Marseille. Je me souviens d'avoir étudié ça pendant tout un mois d'août, j'ai fait uniquement ça, une espèce d'ermite estivale, où en fait, c'est vrai que c'est à partir du site internet de Vincent Beckers, qui est un tarologue belge, qui a en plus pas mal d'humour, j'aimais bien ses vidéos, et c'est vrai que c'est surtout ce site-là, ce site internet-là, au départ, qui m'a fait qui m'a donné de l'intérêt pour le tarot de Marseille. Et puis, après, j'ai lu d'autres choses sur le tarot de Marseille. J'ai acheté mon premier jeu et j'ai fait moi-même mes propres, avec mon intuition, mes propres recherches. Et j'ai même créé, je pourrais vous montrer un exemple, mais des grilles d'interprétation pour chaque lame. Alors on appelle les cartes les lames parce que historiquement les cartes étaient imprimées en grand sur ce qu'on appelait des lames, en fait sur des grandes planches, et on appelle ça soit des lames, soit des arcanes. Alors c'est vrai que j'ai vraiment tendance à appeler ça des lames, des cartes, mais quand on dit des lames, c'est des cartes en fait. Et donc on arrive au sujet du mandala. Alors ce que j'appelle le mandala, c'est les 22 lames majeures du tarot de Marseille qui sont disposées comme on le voit à l'écran. Alors, les 22 lames majeures, ça sous-entend qu'il y a des lames mineures. D'accord ? Et en fait, les 22 lames majeures, elles correspondent aux 21 atouts d'un jeu de tarot classique, plus une carte qu'on appelle dans le tarot classique l'excuse, et qui ici va correspondre à celle qui est tout en bas à gauche, c'est le mat. Le mat, ou alors un autre nom qu'on lui donne, c'est le fou. Parce que de toute façon, et j'expliquerai ça à la fin, j'aurai tendance des fois à donner quelques indications sur les cartes, mais je vais le faire à la fin, parce qu'autrement on va se mélanger. Mais je peux quand même déjà dire que le mat, c'est également le fou, parce qu'en italien, c'est il matto qui veut dire le fou. Et aussi, j'aime bien prononcer le mat, parce que cette lame qui n'a pas de nombre, qui est tout en bas à gauche, toutes les lames sont numérotées de 1 à 21, mais pas le mat qui est en bas à gauche. Le mat, ça nous fait penser à échec et mat, c'est-à-dire qu'au moment où il y a échec et mat dans une partie d'échec, ça veut dire que la partie est terminée et que le roi est déchu. Donc étymologiquement, ça nous ramène à l'idée du roi qui est déchu et qui a perdu sa couronne. Donc ça peut représenter un roi déchu qui repart avec son petit baluchon, son petit sac sur le dos, un chien qui lui mord le pantalon et
vraiment dépouillé de tout son pouvoir qu'il avait, de tous les attributs matériels qu'il avait jusque-là. Donc le mat pour éventuellement le roi déchu. Donc il y a 22 lames majeures, comme il y a 21 atouts dans le jeu de tarot classique, parce qu'à côté de ça, il y en a, je les ai recomptés avant, il y a les... Alors ça fait, avec les 10, le cavalier, la dame et le roi, donc ça fait 3 fois... oui, alors 12 et 12 fois 4, c'est-à-dire il y a les 48 lames non trompées, parce qu'il ne faut pas confondre avec les jeux de cartes classiques, puisqu'il y a le cavalier en plus. Mais le reste compose les lames mineures qui sont réparties en 4 couleurs, en 4 figures, plus précisément, qui sont les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Mais en fait, j'ai pas approfondi cet aspect-là, c'est-à-dire j'ai pas approfondi l'usage des lames mineures. C'est pour ça que je vais rester très très vague là-dessus, et c'est pas notre sujet aujourd'hui. J'expérimente ça parfois dans quelques tirages que je fais. Je tire une lame mineure, mais c'est très très rare, et je n'ai pas approfondi les lames mineures. Il y a déjà de quoi faire, on va voir, avec les lames majeures. Et c'est vrai que généralement, de toute façon, un tirage de tarot, c'est fait avec les lames majeures. Donc, on a compris qu'il y avait les lames majeures et les lames mineures, que notre sujet du jour, c'était les lames mineures réparties ici sous forme de mandala. Alors, le mandala, il se lit comme une histoire. Alors, à la fin, en fait, j'ai prévu de passer en revue, pas trop dans les détails, carte par carte. Mais ce que je veux dire, déjà, c'est que, qu'est-ce qu'on appelle par mandala ici? C'est-à-dire, on a vu que ça représentait les 22 lames majeures, mais avec la disposition de la carte du mat tout en bas à gauche, et sinon les 7 premières lames, celles qui sont numérotées de 1 à 7, la première ligne, mais du bas en fait, donc la dernière ligne, on part du bas pour aller vers la droite et vers le haut. Ensuite, la deuxième ligne, on va des lames 8 à 14, et la troisième ligne, on va des lames de 15 à 21. C'est comme ça qu'on représente ce qu'on appelle le mandala. Et donc ça a un intérêt, c'est pas par hasard, imaginez bien, ça les présente comme ça. Donc, ce que je peux dire là déjà, c'est que on voit que ça forme 3 groupes de cartes, 3 groupes de lames. Le premier groupe, c'est-à-dire le groupe du bas, qui va de 1 à 7. Là, on ne prend pas en compte la carte du mat. On a compris qu'elle était un petit peu spéciale, elle était un peu à part. Les 7 premières concernent, on dit, ça concerne l'évolution matérielle au sens large. On va dire que c'est les lames les plus reliées à la matière. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve des personnages tels que la papesse et le pape, l'impératrice et l'empereur, forme de couple d'ailleurs, qui sont des statues terrestres. Donc c'est l'évolution matérielle. Alors moi je dis que ça correspond au monde sensible, au monde intellectuel, au monde de l'ego, du mental du bas, donc des émotions également. Alors on reviendra là-dessus plus tard, plus précisément. Le deuxième niveau, celui qui est au centre, correspond au développement psychique et personnel, c'est-à-dire qu'on passe de la matière à l'esprit, ce que j'appelle le mental du bas au mental du haut. Ce qu'on peut appeler le mental du bas au mental du haut, c'est en fait le mental du bas, par exemple au niveau des chakras, c'est le plexus solaire, c'est-à-dire que celui qui est en dessous, juste en dessous du chakra cœur, et le mental du haut, ça sera le chakra troisième œil, par exemple. Donc effectivement, on va spiritualiser particulièrement déjà la matière au deuxième niveau. Et puis au troisième niveau, on va dire qu'on a les cartes les plus célestes, les plus spirituelles. Donc on parle de l'initiation à l'élévation spirituelle. Et c'est pourquoi on retrouve
des corps célestes, puisqu'on retrouve par exemple, c'est-à-dire qu'à partir de la lame 17, l'étoile, on obtient, donc c'est vrai que vous avez les feuilles devant vous, donc c'est bien pratique, on obtient l'étoile, ensuite la lune, le soleil, donc on est dans des représentations des choses qui relèvent davantage des énergies du haut, on va dire, des énergies célestes. Donc voilà, déjà, ça nous donne une idée de pourquoi on découpe les lames en 3 niveaux comme ça. Alors, si vous avez des questions, ou alors on fait les questions à la fin, comme vous voulez, hein, mais pas de souci. Hein. Donc, alors, là, on voit que le mandala du tarot de Marseille est comme ça, avec les dessins qu'on voit qui sont comme ça, d'accord. Alors c'est la représentation, on va dire, traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire traditionnel? En fait, c'est-à-dire qu'il y a en fait des dizaines et des dizaines de jeux de tarot de Marseille différents qu'on peut trouver dans le marché, sur le marché et dans le monde. Et effectivement, les dessins qui sont à l'écran représentent un des jeux les plus anciens, qui est celui de Nicolas Convert, qui date d'il y a plusieurs siècles, je crois que c'est du XVIIIe siècle, ou bien du XVIIe, et dont la version originale, qui sont sur des fameuses lames, donc des planches assez grandes, est à la banque, pas à la banque, non, mais à la Bibliothèque nationale de France. Et d'ailleurs, on peut en retrouver, je ne l'ai pas emmené là, mais on peut retrouver un jeu de tarot de Marseille au format classique, en facsimilé, c'est-à-dire ça représente réellement ce jeu-là, alors avec les lames qui sont un peu plus beiges, les dessins sont moins nets évidemment, mais j'aime beaucoup le jeu, je l'utilise, j'aime bien. Mais là, en fait, c'est la représentation de ces dessins-là, mais en plus, on va dire, pas plus moderne, mais en plus propre, quoi, qui est plus net, avec un fond blanc qui est bien net. Alors, on travaille généralement sur ce modèle-là. Mais bon, il s'avère qu'il y a quand même, par exemple, un jeu que j'ai ici, c'est le Rider-Waite, qui est un jeu de tarot de Marseille anglais, qui est très utilisé aussi dans le monde. Et il s'avère que, alors moi je suis un collectionneur de jeux de tarot de Marseille, j'en ai une vingtaine à la maison, mais après on va dire c'est pour faire joli, dans la mesure où, je vous en ai emmené un là, c'est le tarot Botticelli, donc ça représente des œuvres du peintre Botticelli. Alors c'est joli, mais bon, pour l'utilisation c'est moins, enfin, je le conseille moins. Il y a quelques jeux plus traditionnels, on va dire, et après j'ai le tarot de Alphonse Mucha, par exemple, hein, du peintre, les tarots Klimt. Il y a Dali aussi qui a fait lui-même son tarot. J'en ai un exemplaire aussi. Alors ça, bon, après c'est pour les collectionneurs. Mais je ne les utilise pas. Alors, là, pas pour autant, parce que c'est un peu plus compliqué. Et puis bon, on va dire vraiment c'est pour faire joli. Donc, par contre, ceux que j'utilise, ça relève un peu d'une superstition. Je conseille ça aux gens aussi, et ben je les ai en 2 exemplaires. C'est-à-dire que, par exemple, celui-là, ouais, je l'ai en 2 exemplaires. Le deuxième exemplaire, ben, je ne l'utilise pas, je l'achète et je le laisse s'emballer. Voilà. Alors, parce que j'en utilise un exemplaire pour mes tirages. C'est comme ça. D'ailleurs, il y en a un qui reste tout propre, au cas où il y aura le problème. C'est le même exemplaire de celui que j'utilise. Alors, évidemment, comme je n'utilise pas trop, je ne me suis pas amusé à acheter tous les exemplaires que j'aime multipliés par 2, là ça fait beaucoup. Donc voilà, alors en tout cas ça relève un peu d'une superstition. Et c'est une superstition qui t'est propre à toi ou il y a d'autres personnes qui utilisent le tarot, qui font ça, qui achètent des exemplaires? Je vais t'avouer un truc, je me souviens plus. Ah bah d'accord. Ça m'a relevé d'un truc, pourquoi j'ai fait ça un jour, bah, oui. Je ne sais plus si c'est quelqu'un avec qui, je ne sais plus. Je ne sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Je sais pas. Mais c'est comme s'il fallait que je fasse comme ça. Mais il y a des gens qui les renouvellent régulièrement. Enfin, qui renouvellent. Ceux qui utilisent beaucoup les tarots, ils renouvellent leur jeu régulièrement. Enfin,
au bout d'un temps, Ah non, pas forcément. Enfin, ils utilisent toujours le même, et l'autre, il reste emballé, hein, on l'utilise pas. D'accord. Alors, il s'avère qu'il m'est arrivé de perdre une carte. Donc, effectivement, dans ce cas-là, j'ai utilisé celui qui était emballé. Et après, je sais pas, j'ai peut-être pas toujours fait, mais à ce moment-là, j'en ai racheté un autre, pour en garder encore un, toujours emballé, que j'utilise pas. Enfin, voilà. Alors, ouais. C'est des tocs. Voilà, nous on cherche une explication tout de suite. Ouais, bah, alors, je voulais faire un petit point sur l'histoire du tarot de Marseille, mais en fait, on ne sait pas bien son origine. On ne sait pas son origine précise. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Nicolas Convert. Alors, c'est un jeu qui date de 1700. On sait qu'on a retrouvé des lames qui ressemblent beaucoup à Milan, mais il y a au XVe siècle, si je ne me trompe pas. Puis on peut remonter aussi au XIIIe siècle. Et en fait, on ne sait pas l'auteur, le créateur du tarot de Marseille, comme il est présenté là, on ne le connaît pas. Par contre, il y en a même qui disent, je trouve ça intéressant parce qu'on peut en faire une lecture, parce qu'il y en a qui disent que c'est Marie-Madeleine qui l'a inventé. Voilà, pourquoi pas, mais on peut en faire une lecture, on va dire, très évangélique du tarot de Marseille, très mythologique. Par exemple, il y a le mythe d'Osiris et de Seth, par exemple. Il y a, donc, par rapport à la mythologie égyptienne, j'avais relevé ça à l'époque. On peut vraiment retrouver beaucoup de références religieuses, mythologiques dans le tarot de Marseille. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que effectivement, on ne sait pas quand il a été créé, mais l'année dernière, j'ai étudié l'alphabet hébraïque, donc l'alphabet. Et en fait, dans l'alphabet, il y a 22 lettres, comme il y a 22 lames majeures dans le tarot de Marseille. Et les liens sont hyper... ils sont évidents, enfin, plus ou moins évidents, mais il y a vraiment un lien entre les deux. Donc à partir de là, je me suis dit que le tarot de Marseille a pu être créé il y a encore bien plus longtemps que ça, parce que ça va m'arriver en plus, depuis que j'ai étudié l'alphabet hébraïque, ça m'arrive de faire maintenant des liens, tellement les liens sont évidents entre, par exemple, la deuxième lame, c'est-à-dire la papesse, et la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, qui est bête. C'est très très parlant. C'est une manière aussi d'approfondir le tarot de Marseille. Mais bon, sans ça, déjà, il y a de quoi faire. Sans aller jusqu'à l'alphabet hébraïque, il y a de quoi faire. Donc voilà, ce que je peux dire sur l'histoire du tarot, c'est pas plus que ça, en l'occurrence. Mais ça reste mystérieux, un petit peu. Alors, je voulais maintenant vous parler de la méthode du tirage que je fais jusque-là, qui est un tirage, qui est une méthode qui ont un petit peu inventée, et que je fais, on peut se faire des tirages pour soi-même, principalement c'est ce que je fais jusque-là, sinon je fais quelques tirages pour les amis, pour les proches, et en fait il consiste à quoi? Alors il y a un truc très très important à dire, c'est que avec le tarot de Marseille, je ne dis pas l'avenir. Alors ça, impossible, enfin impossible, je ne le fais pas, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais essayé. Parce que, j'appelle ça du tarot conseil, c'est-à-dire que je vais conseiller, je vais m'aider du tarot de Marseille pour, on va dire, aiguiser un conseil qu'on me demande. Donc si on me demande un conseil, on ne me demande pas si demain on va rencontrer l'amour de sa vie, par exemple, ou on va trouver du travail. Si on me pose cette question, je dis non, je ne vais pas. Alors, on fait quoi? On peut reformuler la question. Donc des fois, on peut passer un petit moment à reformuler la question, et à la rigueur, je dis, mais oublions les cartes, tu as un conseil à me demander? Oui, ben voilà, c'est les conseils qu'on me demande. Voilà, qu'est-ce que en termes de conseils, qu'est-ce que tu as demandé? Et là, on reformule la question jusqu'à obtenir quelque chose comme qu'est-ce que je dois faire pour trouver du travail, par exemple. Pas pareil que est-ce que je vais trouver du travail. C'est un exemple très banal, mais au moins très clair. Et il m'arrive même que, dans cette phase de reformulation, parce que des fois les gens ont un petit peu de mal justement à reformuler, comme ça,
Et ben, il m'arrive de ne pas tirer les cartes finalement. Puisque bah, soit la réponse est dans la question, soit bah, c'est bon, on a répondu ensemble, ou j'ai répondu. Il dit bah, je tire pas les cartes. Ah bon, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin. Mais t'es sûr? Ben oui. Ouais, tant pis, on ne tire pas les cartes. Je le sens comme ça. C'est pas une obligation, il n'y a pas de nécessité. On va quand même tirer les cartes pour. Non, si c'est non, c'est non. Il faut assister. Voilà, donc c'est vrai que donc je ne dis pas l'avenir. Je disais tout à l'heure que c'est vrai que je m'étais pas mal inspiré au départ du site de Vincent Beckers, le tarologue belge. Et donc tout ça j'ai déjà dit aussi. Donc la question posée, on me demande pas de on me demande un conseil mais pas l'avenir. Et le tirage en tant que tel, dans tous les cas, je tire 3 cartes, au moins. Alors il y a aussi quelque chose de très important, c'est pour ça qu'on pourrait passer beaucoup de temps à étudier chaque lame, c'est que je les tire éventuellement à l'envers, c'est-à-dire que je mélange les cartes de sorte que je crée, pour moi, je crée de la distorsion, parce que sur Terre, tout n'est pas beau, on n'est pas là-haut, on est là, donc il y a de la distorsion, les choses ne sont pas toutes roses. Et donc, je mélange les cartes de sorte qu'il y ait des cartes qui soient à l'envers. Donc, au moment du tirage, je tire 3 lames, et éventuellement, il y en a qui soient à l'envers. Et s'il y en a une qui est à l'envers, j'en tire une 4e, que je mets forcément à l'endroit, qui est, on va dire, la carte qui corrige la carte qui est à l'envers. On peut dire ça comme ça. Donc si les 3 sont à l'endroit, j'en tire pas d'autres. Si les 3 sont à l'envers, on tire des cartes, on va dire, j'en tire 3 autres. Donc au maximum, j'ai 6 cartes, au minimum, j'ai 3 cartes. En sachant que, si, quelle que soit la question qui est posée, si les 3 lames sont à l'endroit, on est sur la bonne voie. L'évolution est déjà en conscience. C'est-à-dire donc la carte qui est à l'envers, ça représente la distorsion. En fin de compte, c'est ça. Oui, quelque chose qui est à corriger. Alors on pourrait dire, c'est celle qui est à l'envers, pour que les choses aillent mieux, il faut la mettre à l'endroit. Ouais, en fait, nous, pour avoir une indication en plus, c'est vrai, je tire une lame en plus. C'est-à-dire que le problème est là, mais pour le résoudre, on va voir comment on va faire. D'accord. Voilà. Donc la deuxième que tu tires, c'est l'aide, en fin de compte, un outil, une clé pour résoudre la distorsion de la carte à l'envers. Exactement. C'est ça. Alors c'est vrai que si les 3 sont à l'endroit, l'interprétation est plus rapide dans un sens parce que, comme je dis que la personne est sur la bonne voie. Même si elle n'a pas vraiment l'impression, mais en fait tu es en train vraiment de vivre ce que tu as à vivre. C'est que c'est juste quoi. Oui, voilà. Alors si les 3 sont à l'envers, il y a un souci quoi. Ouais, bon, voilà. Il y a un peu plus de travail à faire, il y a plus de choses à changer. On s'est un petit peu égaré, on va dire. D'accord. Donc, et c'est quand tu tires, c'est tu mélanges toutes les lames. C'est-à-dire que c'est pas tu prends une carte de chaque rang. C'est à chaque fois tu mélanges l'ensemble. Ah oui, oui. D'accord. Donc je mélange les 22. D'accord. Je sais pas combien on a à l'envers et à l'endroit au moment où je tire les lames. Peut-être qu'il n'y en a que 10 ou 6 qui sont à l'envers, qu'importe. Mais je m'amuse à les mélanger dans tous les sens, on va dire. Donc, après, voilà. Il n'y a pas de règle particulière par rapport à ça. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de sens de lecture particulier. Donc je tire effectivement 3 lames, mais celle qui est à gauche, elle ne représente pas forcément le passé, celle qui est au milieu, elle ne représente pas forcément le présent, et celle qui est à droite, pas forcément l'avenir, puisqu'il ne dit pas l'avenir. De toute façon, les choses... je ne dis pas l'avenir, alors on va avoir des informations sur le passé, évidemment, mais c'est plus une situation présente. Donc par exemple, on peut faire aussi un tirage sur une personne en disant est-ce que tu crois que c'est une bonne personne pour moi, par exemple, une bonne personne. Est-ce que je dois travailler avec cette personne? Est-ce que ça va, si on me dit ça va le faire déjà, ça va pas, parce que là on me demande quelque chose par rapport à l'avenir.
mais c'est plutôt dans la formulation de la question, c'est de dire est-ce que tu vois qu'il y a une bonne connexion entre cette personne et moi. Voilà. Là, ça va. Si on me demande est-ce que ça va le faire si je travaille avec telle personne, je ne fais pas. Parce que là, ça sous-entend qu'on me demande la nuance. Donc, la nuance est importante. Alors, le sens de lecture, effectivement, il n'est pas prédéfini en fonction de passé, présent ou futur. D'accord, je ne fais pas ça, on a compris. Par contre, le sens va m'être donné quand même en fonction des regards des personnages, des actions même des personnages. Par exemple, alors on les a dans l'ordre, hein, c'est vrai que voilà, 1, 2, 3, etc. On voit que la papesse en 2, elle regarde le battleur. Si je les tire par exemple dans cet ordre-là, eh ben, il y a une femme qui regarde un homme. Voilà. De droite à gauche, la papesse c'est à l'endroit, elle regarde vers notre gauche. Donc elle regarde vers sa droite. Si elle est à l'envers, je fais pareil. Donc forcément, elle regarde dans l'autre sens. En plus, elle est à l'envers. Donc elle regarde à droite, mais encore, je regarde à gauche et qu'elle regarde à droite, c'est pas intéressant pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle regarde. Et puis de savoir dans quel sens elle est, elle-même. Donc ça me permet de donner un sens particulier au tirage que j'ai à ce moment-là. Je vais être un petit peu de gauche à droite, mais en même temps un peu de gauche à droite, puis de droite à gauche. Enfin bref. Ça dépend des lames, sachant qu'il y a des lames où il y a des personnages qui ne regardent ni à gauche ni à droite. Ou par exemple le pendu en 12, hein, qu'on retrouve au milieu, sur la deuxième ligne, bah lui il nous regarde. Donc c'est des cartes, on va dire, plus centrales ou plus neutres par rapport à ça. Il n'y a pas d'action vers la gauche, il n'y a pas d'action vers la droite. Ou alors par exemple, la lame numéro 10 qui est la roue de fortune, bon, bah, c'est une roue, on voit, et à droite de la roue, il y a un manche. Qui tourne le manche? Donc on peut s'intéresser à la lame de droite, on va s'intéresser même à la lame qui est à droite de la roue de fortune, si on a une dans le tirage. Si on n'a pas, bah, tant pis. Et si on a une, bah, ça veut dire qu'on sait qui tourne la roue de fortune en l'occurrence. J'avais noté, pour lire un tirage, alors, c'est vrai que j'avais écrit ça il y a quelques années déjà, extraire de la question posée des mots-clés. Alors j'extrais effectivement les mots, enfin, dans la question qu'on m'a posée, bah, je détermine des mots-clés et je vois s'ils correspondent directement à des personnages ou à des lames, hein, plus généralement, que j'ai tirées dans le tirage. Donc, j'ai noté, j'ai créé des liens entre les personnages des cartes selon le sens de leur regard, donc c'est ce que j'expliquais avant. Après, il y a les actions éventuelles entre les personnages. Il y a aussi ça, j'aime bien regarder effectivement s'il y a une logique entre les numéros, entre les nombres des cartes qu'on obtient. Donc, par exemple, si j'obtiens la lame 4, la lame 2 et la lame 6, bah, sachant que 4 plus 2 ça fait 6, la lame numéro 6 qui est l'amoureux, eh ben, on va dire qu'elle a un peu plus d'importance dans le tirage en question. Par exemple, si j'obtiens la lame 4, la lame 6 et la lame 16, eh bien, je vois qu'il y a 2 fois le chiffre 6. Donc après, l'intérêt pour la numérologie aussi peut compléter l'interprétation du tirage. Alors c'est vrai que, qu'après on va regarder donc lame par lame, mais c'est vrai que pour mieux comprendre le sens de chaque lame, parfois je les ai regroupés en fonction des regards. Hein, c'est vrai que pour moi ça c'est très important, c'est vraiment qu'on va voir que le mandala se lit comme une histoire, mais n'importe quel tirage quelque part se lit comme une histoire. Donc il y a effectivement les lames qui contiennent des personnages qui regardent vers la gauche, il y en a qui ont des personnages qui regardent vers la droite, et puis il y a des lames
un petit peu particulière. On va voir, si je les tire au milieu, étant donné l'action qui est décrite dessus, eh ben, elles vont avoir un sens particulier. Donc en fait, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de passer en revue tranquillement les lames, lame par lame, sachant que ben, je ne vais pas tout dire, parce qu'il y a vraiment de quoi dire. De lame, enfin, si on peut passer vraiment beaucoup de temps sur chaque lame. C'est quelque chose de... Si vous avez des questions avant, mais je vous écoute. Hein. Donc, Mais quand vous avez quelqu'un qui vous demande un conseil, c'est oui. vous qui tirez les cartes. Ou si vous les faites tirer. Ça dépend. Ça dépend. Je donne le choix. D'accord. Je donne le choix. Voilà. C'est la personne en face de moi, c'est moi qui les mélange. Par D'accord. contre, Oui, après, elle peut ça, les oui. choisir. Ouais. C'est-à-dire que je lui demande si elle veut les choisir. Donc après, si c'est elle-même qui les tire, bah, au final, elle choisit. Voilà. Donc bah, c'est parti. Alors on peut commencer avec... on va commencer par le mat, qui n'a pas de nombre. Alors le mat, j'en ai parlé un petit peu déjà. Le mat, on peut le voir comme celui qui va parcourir en fait chaque lame du tarot. Il y en a qui le voient comme le battleur. Le battleur, c'est le personnage de la première lame. Donc il y a des gens, on peut l'interpréter comme ça, qui considèrent que les deux personnages, c'est vrai qu'ils se ressemblent, hein, un peu habillés pareil, mais ils n'ont pas le même chapeau, mais qui considèrent que c'est le même personnage. Donc en fait, le mat c'est le battleur, et inversement. Pourquoi pas? Bon, moi, je ne l'interprète pas spécialement comme ça. Donc le mat c'est nous, c'est-à-dire plutôt qui... par exemple aussi, on peut considérer que donc, toutes les lames représentent une vie terrestre, une incarnation. Donc effectivement, en sachant que la lame du jugement, hein, qui est tout en haut à droite, la numéro 20, prend un autre nom parfois dans un certain nombre de jeux. Hein. Le jugement s'appelle parfois la réincarnation, au moins, ou la renaissance. Bon, au moins là, les choses sont claires. En 20, on a la réincarnation, puis en 21, comme je dis, il est né le divin enfant. Des fois, c'est un enfant, carrément, hein, qui est à la place du personnage qui est au milieu des deux hippiques blés qui forment un œuf, par hasard, qui relève de l'image de l'ovulation. Et à partir de là, on peut imaginer que c'est la naissance d'un nouvel être. Et on pourrait mettre le mat en 22. Mais pour moi, c'est très important de dire que le mat ou le fou n'a pas de nom. Il y a une âme qui n'a pas de nom. L'arcane sans nom, la 13e n'a pas de nom. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure, il y a un point commun entre la lame qui n'a pas de nom et celle qui n'a pas de nom. On verra après. Donc le battleur. Je ne sais pas si l'heure il est, ça va. Oui, ça va. T'inquiète pas, on va pas te mettre dehors avant la fin. C'est que Par rapport à la gestion du temps, ça va. on sort pas d'ici. Ah ouais, ouais. Alors, On vous avez sera le battleur. Il nous prévient déjà. Alors, le battleur, on pourrait l'écrire comme ça. Il nous rappelle que le bas peut nous leurrer. Hein. Donc le bas te leurre. Il est très lié à la terre, le battleur, parce que c'est celui, alors pour moi c'est l'artisan, l'artiste, hein, c'est celui qui a tout en son pouvoir, là, il a plein d'objets sur sa table. Alors ça dépend là aussi des jeux, il y en a sur sa table, il a une épée, là il n'y a pas d'épée, mais il a un petit couteau, et puis il a des dés, etc. Donc le battleur, c'est celui qui, on peut représenter l'innocence, l'hyperactivité, j'aime bien dire l'artisan, c'est donc l'actif, l'activité, donc c'est vrai qu'en hébreu c'est Aleph, donc c'est le commencement. Quand dans un tirage je dis qu'on commence quelque chose, par exemple. La particularité quand même, c'est qu'il regarde à gauche, donc il commence mais il regarde à gauche, donc comment on peut donc il ne regarde pas devant lui. Ça peut paraître un peu étrange, mais
est-ce qu'il regarde à gauche en souvenir de sa vie précédente, parce qu'au final, il peut représenter l'esprit, comme je dis des fois, l'esprit indivisible, donc l'innocence, c'est-à-dire qu'il a tout à apprendre de la vie terrestre, mais en même temps, il a peut-être déjà parcouru cette vie terrestre. Donc, il y a vraiment cette idée de numéro 1, mais qui en même temps a déjà été le 1, c'est le tout. Donc c'est la conscience du tout en même temps. Donc voilà, on peut dire ça pour le battleur déjà. Alors, dans le sens négatif, ça peut être le bonimenteur, hein. Ça peut être le bouffon, on peut représenter aussi un bouffon, quelqu'un qui nous raconte des sornettes, par exemple, ou alors quelqu'un de trop actif, quand je disais hyperactivité, bon, quelqu'un qui est trop, on va dire, dans le masculin sacré, qui fait trop de choses, mais qui ne se recentre pas assez sur lui. Donc ensuite, on a la papesse. Alors je vais, comme on fait la lecture selon nos mandalas, je vais bien, parfois je vais insister sur vraiment l'ordre. Parce qu'en l'occurrence, elle est à côté du battleur, elle le regarde. Et donc en fait, le battleur, lui, on a dit qu'il a tous les outils en main pour créer. Parce que c'est la créativité au sens pur, lui qui est prêt à créer, à développer quelque chose. Et la papesse, elle a un bouquin sur ses genoux, et elle représente l'acquisition du savoir. Donc c'est celle qui, en l'occurrence, elle a on ne voit pas ses oreilles, et puis elle a la peau très blanche. Donc elle n'est pas forcément là pour écouter les autres. Elle représente l'ésotérisme, à la différence du pape qu'on verra tout à l'heure, qui représente l'exotérisme. L'exotérisme, c'est vraiment le savoir que l'on a, on le fait partager. La papesse, ce n'est pas son rôle. Par contre, elle lit, elle apprend à travers le livre, et elle transmet son savoir quand même au battleur. Voilà. Le lien est vraiment réservé, son lien est réservé au battleur. D'ailleurs, ça peut représenter aussi Adam et Ève. Des fois, on dit que le battleur, c'est Adam. Parce que même sa position du battleur, la forme du personnage du battleur peut faire penser d'ailleurs à la première lettre hébraïque qui fait un Aleph. La papesse et le battleur donc forment un couple. Hein. On a bien compris, il y en a un qui est le masculin sacré, l'actif, il a les outils, il est dans le fer. Et la papesse, elle lui apporte la connaissance par le livre. Ensuite, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, on voit qu'elle regarde de l'autre côté. L'impératrice, elle peut représenter la communication, les projets, les idées. Elle a des nouvelles idées. Elle apporte vraiment des idées. Elle est plus ouverte au monde que la papesse. Elle ne regarde pas un livre, elle regarde l'avenir, elle regarde les autres. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en hébreu, la troisième lettre hébraïque, c'est Gimel. Et Gimel, c'est la gorge, ou encore l'oralité. Qu'est-ce qu'on fait avec la gorge? On parle, on communique. Mais à partir de là aussi, parce qu'il y a plusieurs sens à une lettre hébraïque, il y a le sens originel, selon son pictogramme, et puis après il y a une évolution. Et c'est vrai que là aussi, je me suis dit, c'est rigolo, parce qu'on dit que l'impératrice, c'est la communication, les projets. Et en fait, dans l'alphabet hébraïque, on passe de la gorge, de l'oralité, à l'idée aussi de faire mûrir. Et qu'est-ce qu'on fait mûrir? Des fois, on fait mûrir des idées. Donc en fait, c'est le mûrissement des idées, et donc la transmission des projets. C'est très lié à la lame numéro 3, qui est l'impératrice, par exemple. L'impératrice, elle peut communiquer ses idées à l'oral ou bien aussi à l'écrit, parce que son sceptre peut représenter un crayon. Des fois, on le voit comme ça. Bon, son sceptre, il est au niveau aussi de son sexe. Donc avec l'empereur, qui lui qui est juste après elle, hein, en numéro 4, qui a un sceptre bien vertical, et peut représenter un couple qui va avoir des enfants, donc le papa et la maman. Quand la papesse et le pape, qui encerclent finalement l'impératrice et l'empereur, puisque le pape il est en 5, ils peuvent représenter, par exemple, dans un tirage, pour représenter le grand-père et la grand-mère, donc des personnes plus âgées. On voit qu'ils peuvent représenter des personnes plus âgées. Donc, l'impératrice,
Elle regarde qui en l'occurrence? Elle regarde l'empereur, donc elle transmet les idées, elle transmet ses idées, mais elle peut aussi transmettre finalement le boulot que les deux premiers ont fait. Elle prévient l'empereur de l'état des lieux finalement. Et donc l'empereur, il est là pour faire quoi? Pour décider, pour achever le travail, pour finaliser le projet. C'est pour ça qu'il ne regarde pas vers la droite, puis il regarde vers la gauche. Donc les 4 premières lames forment un cycle, on va dire, le plus matériel, parce que c'est vraiment la réalisation dans la matière. Le 4, donc l'empereur, c'est la réalisation, c'est la création aussi, mais plus dans l'idée d'achever les choses. Hein, il achève, il supervise. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport aux 4 premières? Puisque là, rien de spécial, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, des fois, on peut toujours s'interroger sur le fait que l'empereur, il s'assoit, enfin, il est en train de se lever ou il est en train de s'asseoir, on ne sait pas trop. Donc, l'impératrice est un pouvoir plus affiché, alors que l'empereur, on peut l'imaginer que c'est un pouvoir un peu plus, il reste plus dans les coulisses, on le voit un peu moins, mais c'est lui quand même qui donne, qui tranche, hein, qui décide et qui achève le travail. Et ça colle bien aussi, encore une fois, à la numérologie, puisque 5, ensuite on arrive au 5, c'est le chiffre médian. C'est le chiffre donc, qui est bien au milieu de tous les autres chiffres, entre 1 et 9. Et donc, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, le pape, il regarde vers la droite. Donc, il représente quoi, le pape? Il représente un homme d'église, c'est le pape. Alors, le pape, on peut dire aussi, il y a aussi un anagramme qui peut être intéressant. On peut les faire comme ça aussi. Le pape, c'est l'appelé. Il est appelé à faire quoi? Et bien, en l'occurrence, dans un tirage, il regarde vers la droite, on va voir ce qu'il regarde. En tout cas, un pape, ça peut être un homme d'église, on a dit, ça peut être un curé, et le curé, ben, il peut bénir l'amour, il bénit l'amour. Donc, comme par hasard, en 6, on obtient l'amoureux, ou alors les amoureux. Ouais, des fois, je dis les amoureux, dans pas mal de jeux de cartes, ben, les jeux de tarot, la carte s'appelle les amoureux, au pluriel. Donc, il est logique que le pape, eh bien, par exemple, il marie les gens, donc il bénit l'amour, en l'occurrence. Dans un tirage, je dis que le pape, alors, on pourrait reprendre juste un petit peu avant, l'impératrice, elle communique à la carte qui est à sa droite, dans un tirage. L'empereur, lui, réalise la chose qui est à sa gauche. Et le pape, lui, il bénit. Mais alors, béni, c'est un terme un peu assez religieux. Et dans un sens plus général, je dis que c'est celui qui comprend, celui qui est dans la compassion. Parce qu'en 5, on parvient à se tourner davantage vers le spirituel. On est plus tourné vers le spirituel que vers la matière. Et donc, le 5, il comprend. Il est là pour comprendre les autres. Donc, il est déjà dans une certaine empathie. Donc, en l'occurrence, il bénit les amoureux ou l'amour. Et en fait, dans l'âme numéro 6, alors, on peut dire qu'elle représente l'amour, d'accord, mais bon, c'est un peu large. En fait, dans un tirage, c'est plutôt un choix à faire. Parce que on dit qu'il y a un choix à faire. Alors la carte est assez neutre. On verra que celles d'après, elles sont un petit peu moins neutres quelque part. Et là, c'est assez neutre. C'est un choix à faire. Lequel, c'est à la personne de savoir. Mais effectivement, les 3 personnages qu'on retrouve en dessous de celui de l'ange, eh bien, si on les regarde, on voit qu'il y a un homme au milieu qui peut donner l'impression d'hésiter entre 2 femmes qui ne sont pas forcément 2 prétendantes, mais l'une pour représenter sa mère, par exemple, vue comme celle de gauche est habillée, et celle de droite, sa future femme. Donc d'ailleurs, dans un sens négatif, entre guillemets, si je tire l'amour à l'envers, c'est l'hésitation.
on a un choix à faire, on n'arrive pas à le faire. Le 6, c'est également l'amoureux. Les amoureux, comme il y a 3 personnages, ça peut représenter la communication, mais au sens large. Donc, effectivement, parce que, bon, 3 x 2, ça fait 6. Et si 3, c'est l'impératrice qui est pour représenter donc, la Trinité, donc la maman, le papa et l'enfant, eh bien, donc une forme, le premier degré de communication. En 6, on obtient, on va dire, le deuxième degré de communication, donc la communication au sens large, la famille élargie, donc la famille et les amis aussi. Hein, la famille d'âme, on peut dire aussi. Voilà, voilà pour le 6. Donc, effectivement, hein, dans un tirage, c'est un choix à faire. Et comme là, on suit les lames dans l'ordre, eh ben, on a une idée du bon choix à faire. Ah, je crois que c'est quelqu'un qui arrive. On a une idée du bon choix à faire à cause du chariot qui est en 7. Alors en fait, le chariot, qu'est-ce qu'il représente? Ben, il est déjà la dernière lame c'est la dernière lame du premier niveau. On constate que ça y est, on est au bout de la première ligne. Donc je l'interprète comme la capacité à avoir dompté son ego. On a connu son ego, on triomphe, on va dire, sur l'ego, sur le monde matériel, sur le monde sensible. Et pourquoi? Parce qu'on a fait le bon choix. Et c'est quoi le bon choix? C'est-à-dire que, là aussi, l'alphabet, c'est-à-dire l'alphabet hébraïque m'a donné des indications, on pouvait le voir déjà comme ça avant, c'est que le chariot, c'est le discernement. Dans la l'alphabet, c'est Zaïn. Le Zaïn, c'est vraiment l'idée du discernement. Donc après le choix, en fait, il y a le discernement. Le chariot, c'est la force tranquille également. C'est la force tranquille dans la mesure où il connaît son ego, il le nourrit suffisamment, mais en même temps, voilà, il n'en est plus victime. Le chariot, en l'occurrence, on dirait qu'il voyage. Donc ça peut être un voyageur, mais ça peut être aussi les voyages intérieurs. D'ailleurs, le chiffre 7 nous ramène à la vie intérieure. Donc le chariot, voilà tout ce qu'il peut être. Hein. D'ailleurs, le personnage du chariot regarde vers sa gauche, donc il regarde bien tout le travail qui a été fait jusque-là, il regarde les 6 premières lames. Bon, ça peut le dessin aussi pour représenter un écran, une voiture, un véhicule. Alors, dans un tirage, ça peut représenter une télé, un écran d'ordinateur. Quelqu'un, par exemple, si je tiens le chariot à l'envers, on peut dire que c'est quelqu'un qui ne sort pas assez de chez lui. Et ben, tu aimes bien rester devant ton ordinateur, devant la télé, oui. Donc, c'est l'écran. La personne est trop devant son écran, par exemple. Voilà pour le chariot. Donc, il y a un petit truc rigolo aussi. Hein. En sanskrit, chariot, c'est chakra, et il y a 7 chakras principaux. Donc, le chariot est en 7. Donc, voilà, on peut aussi s'amuser comme ça. Alors en 8, on a, comme quoi on remet une couche sur l'affaire de discernement et de choix, quand on suit le mandala, puisqu'en 8, on a la justice. Alors après avoir fait le bon choix, on nous parle de discernement, et par-dessus ça, il y a la justice. Alors, la justice, c'est l'idée d'équilibre, et c'est comme si on contrôlait qu'on avait fait le bon choix. On est dans un choix, on va dire, moral, un choix qui est du moins un choix juste, un choix qui est bon pour nous. Et si on regarde l'âme de la justice, je pouvais dire ça, alors on va juste revenir 5 secondes sur la lame numéro 6 qui est les amoureux, l'amoureux. Si les amoureux, je les obtiens, je dis la carte, je l'obtiens au milieu des deux autres, je peux dire que les cartes qui se situent à gauche et à droite de l'amoureux peuvent représenter les deux personnages, les deux femmes, c'est-à-dire les deux personnages qui sont à gauche et à droite de l'amoureux. Ça me donne une indication sur qui sont les amoureux, en l'occurrence. Qui sont les amoureux, qui sont concernés par le choix qu'il y a à faire. Donc voilà,
Par exemple, la lame 6, si je la tire au centre des deux autres lames, eh ben, elle prend un sens particulier par rapport à ça. J'ai une information sur les deux personnages qui sont à gauche et à droite de la lame. Et pour en revenir à la lame numéro 8, la justice, on voit que dans sa main droite, elle a une épée, et dans sa main gauche, elle a une balance. Et donc, si je la tire au milieu, uniquement si je la tire au milieu, sinon je n'ai pas les informations, c'est logique. Si je la tire au milieu, ben je dis que elle tranche la lame qui est à notre gauche, et elle coupe la lame, elle tranche la lame qui est à sa gauche, et elle équilibre avec sa balance la lame qui est à sa droite. Donc la justice, là, en la tirant au milieu, eh ben, elle utilise réellement, on va dire, son épée et sa balance. Enfin, sinon, bah, elle garde quand même un sens. Hein. Si je la tire à gauche ou à droite, c'est faire preuve de réalisme, notamment à travers, on a une idée du fameux mental du haut, parce que elle peut représenter aussi le troisième œil, étant donné le rond qu'il y a au milieu de son chapeau. Et c'est la justice, c'est vrai que je l'interprète souvent comme faire preuve de réalisme. Sois réaliste, ne te voile pas la face. Voilà, c'est l'équilibre à travers ça. En 9, on a l'ermite, et qui lui, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire la justice. Donc c'est vrai que depuis on va dire le 5, il y a un cycle particulier quand même. On a béni un choix, le bon choix à travers le discernement et l'équilibre relatif à la justice qui elle-même est éclairée par l'ermite. Mais bon, ça se tient. Tout ça se forme bien à tout. Alors l'ermite, des fois, on va dire qu'il souffre un petit peu de son apparence ou du nom qu'il porte, parce qu'on peut l'imaginer comme un monsieur qui est donc vraiment isolé, qui ne voit pas les autres gens, qui s'est vraiment isolé de la société. Bah, c'est-à-dire que si je le tire à l'envers, effectivement, l'ermite pour représenter quelqu'un qui s'isole de trop, qui ne voit pas suffisamment de gens, qui est gris, par exemple. Voilà, donc l'ermite à l'envers, c'est quelqu'un qui ne voit pas assez de monde, par exemple. Par contre, à l'endroit, on va dire, ça peut être le parfait altruiste, parce qu'il a la sagesse qui l'amène à être altruiste. Il est ouvert sur le monde, c'est-à-dire qu'il a la conscience de comment le monde fonctionne. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il finit ermite. Ça peut être le pape, le même personnage, mais qui est devenu ermite. Ou alors l'empereur, par exemple, on se fait dans tous une barbe. Donc l'empereur, un jour, finalement, il a eu marre de son statut, il a démissionné, même si c'est vrai qu'un empereur qui démissionne, c'est pas fréquent. Et puis il a pu devenir l'ermite, et en l'occurrence, il éclaire la justice. Alors il dit que c'est l'éclaireur éclairé. Pour éclairer, il faut être éclairé. Et puis il éclaire le personnage de la justice réellement au niveau de son troisième œil, hein, de son visage. Hein. C'est vraiment lié à la connaissance, on va dire à la justice divine. Voilà. Donc pour l'empereur, on peut dire ça. La justice, si je la tire à l'envers, je n'ai pas parlé, mais ça peut être donc quelqu'un qui manque de réalisme, quelqu'un qui manque se voile la face. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est vrai, c'est que quand je tire une carte à l'envers, n'importe laquelle, eh ben, je vais l'interpréter de sorte que soit les qualités qui étaient au départ, elles sont dans l'excès, ce qui donne un défaut, soit on est dans l'opposé de qualité de la lame. Hein. Donc, par exemple, si je reprends l'ermite, c'est quelqu'un qui aime être au sol. Si je le tire à l'endroit, il a besoin de solitude. Puis à l'envers, c'est quelqu'un qui est trop seul. Ou alors, qui est trop dans le sacrifice aussi. Hein. L'ermite à l'envers, après tout, ça peut être quelqu'un, on lui dit attention, tu ne te retrouves pas assez toi-même, finalement, tu devrais être un petit peu plus ermite, quelque part. Alors bon, on peut dire aussi que l'ermite, c'est écrit avec un H, généralement, c'est en allusion à Hermès, au dieu Hermès. Bon, alors après, ça c'est de la mythologie grecque. Là, j'ai un petit peu oublié, donc
Ensuite, on dit, on obtient, alors là, on a une carte assez neutre quelque part, parce que bon, on n'a pas un personnage comme, les lames, comme sur les lames d'avant. On a des animaux, on a un sphinx sur la roue. Alors la roue de fortune, c'est, on peut dire, est-ce que c'est la lame la plus neutre pour moi du tarot de Marseille? Quelque part, oui. Parce que si on la tire à l'endroit, c'est laisser faire, c'est même pas lâcher prise, c'est vraiment... on laisse faire, on ne se pose pas de questions. Si je la tire à l'envers, bah, c'est qu'il faut sortir du laisser faire, effectivement. Hein. Là, on constate que la roue de fortune, c'est pas la roue de la fortune, comme je peux voir des fois sur Internet, parce que ça ne prend pas le même sens. La roue de fortune, c'est la roue de destin, c'est le destin, la destinée. Donc, encore que je différencie le destin et la destinée. Donc en fait, si je la tire à l'endroit, bah, ça nous ramène à l'idée de destin. Donc on est dans le cours de notre destin, si je la tire à l'endroit. Pour autant, il y a quand même le manche de la roue qui peut être tourné, si j'ai une carte à sa droite, qui peut être tournée par un personnage. Alors qui tourne la roue, en l'occurrence, il s'agit bien dans tous les cas d'être maître de son destin, quand même. Oui, voilà pour la 10. La 11, on obtient la force. Donc 11, c'est un maître nombre, c'est vrai qu'elle a un placement particulier, puisque on voit que la force, elle est au centre de toutes les autres lames. Vraiment. Et donc, la force, elle peut représenter la maîtrise de soi. C'est pas la force matérielle, hein, quelque part. Hein. Puisqu'on voit le personnage principal, le personnage féminin qui retient la gueule d'un chien ou d'un lion, des fois, dans certains tirages, qui est assez particulier, parce que le chien, quand même, a une patte qui ressemble à la licorne, à la corne de la licorne. C'est drôle. La licorne qui est dans le dessin de la force. La force, bon, bah, en tant que vertu cardinale, c'est le courage, sinon c'est l'énergie vitale. C'est, pour moi, c'est vraiment la maîtrise de soi, souvent. Et, ne perds pas la maîtrise, rééquilibre bien les choses par rapport aux énergies du bas, aux énergies du haut, le mental, le cœur, etc. Oui, ça peut représenter c'est-à-dire ça peut bien représenter le masculin sacré et le féminin sacré, parce que le lion peut représenter le masculin sacré, qui est justement maîtrisé par le féminin sacré. C'est bien le féminin sacré, c'est le personnage féminin. Donc c'est l'alignement, ça représente assez bien l'alignement corps, âme, esprit aussi, parce que c'est le masculin sacré qui arrive à être maîtrisé par le féminin sacré aussi. Et en fait, dans la lame d'avant, la roue de fortune, au milieu, on pourrait, dans certains jeux, hein, on pourrait dessiner la fameuse Merkaba, et qui représente aussi le féminin sacré et le masculin sacré. Donc là, on est vraiment dans cette idée d'équilibre entre ces deux énergies, les énergies du haut et les énergies d'en bas, mais en même temps, on est au centre du mandala. Hein. Donc après la force, il y a le pendu, qui n'est pas négatif, puisque de toute façon, toutes les lames, si je les tire à l'endroit, ont un sens positif, si je les tire à l'envers, elles ont un sens négatif. Donc il n'y a aucune lame qui est, alors on verra le diable, bon, bah, le diable à l'endroit, il est positif. Donc le pendu à l'endroit, bah, il est sympa, hein, comme les autres, hein, dans la mesure où il représente la méditation, le lâcher prise, avoir recours aussi à la nature, parce qu'il y a deux troncs d'arbres autour de lui. Donc c'est savoir s'en remettre aux énergies de la nature. On voit que le personnage, il a l'air de pas souffrir puisqu'il nous sourit. Ainsi que son pied, il n'a pas l'air hyper serré par la corde, parce que le talon sort à moitié. Puis il a quand même les bras derrière, là.
soit on lui a mis une corde autour des bras, mais bon, pas forcément. Il a l'air d'être bien comme ça en fait. Hein. Donc il faut, au final. Par contre, alors si je le tire dans un tirage, si je le tire par rapport à une question qui est oui ou non, la réponse c'est plutôt oui ou non. Et si je le tire au milieu, ou pas, mais si c'est au milieu c'est très clair, la réponse est non. C'est-à-dire qu'il est là pour nous dire non. Voilà. Négatif. Le oui, ça sera le monde, hein, en 21. Et le pendu, ça sera non. Alors si je le tire à l'envers, ça peut être non mais. Non mais. Ou alors non non. Alors, voilà, c'est non non, vraiment non non. Ou alors non mais. Et là, on regarde la carte que j'ai tirée en plus, on regarde laquelle c'est, et voilà. J'ai dit que le monde c'était oui, c'était l'affirmatif. On constatera que du pendu au monde, on passe de 12 à 21, donc on inverse les chiffres, hein. 1 et 2 deviennent 2 et 1. Et donc le pendu, c'est le monde à l'envers aussi. Donc il nous invite à voir les choses autrement, pour mieux comprendre la totalité. Il a la tête à l'envers pour qu'on voit les choses autrement. Et on a peut-être oublié quelque chose, donc on peut voir, ou alors, ne serait-ce qu'en lâchant prise, on va se rendre compte que les choses n'étaient pas si graves, par exemple. Donc c'est le pendu, c'est le monde à l'envers aussi. Bon, bah, je ne vais pas l'écrire, c'est pareil, assez évident. L'anagramme de le pendu, c'est pendule, donc c'est aussi le médium, la médiumnité. En 13, on obtient l'arcane sans nom, qui n'est pas la mort, on l'appelle souvent la mort. Même en anglais, hein, dans ce jeu-là, en anglais, ils mettent The Death. Mais c'est pas la mort, c'est l'arcane sans nom. Donc si elle n'a pas de nom, bah, on lui donne pas de nom. Surtout qu'elle aussi, elle peut être positive, puisque bah, à l'endroit, elle représente un changement radical, la transmutation. C'est vrai qu'on balaye, le balayage karmique par exemple. Donc c'est vrai qu'une fois, après avoir bien lâché prise, ben forcément il y a un balayage qui se fait, hein, il y a un changement qui s'opère. Donc il est là, l'arcane sans nom, qui n'est pas, je ne dis pas que c'est un squelette le personnage, mais un personnage squelettique, parce qu'il a quand même un croissant de lune au niveau de la tête, sa colonne vertébrale, c'est un épiblé, dans certains, même ses mains sont un peu étranges pour un squelette, on dirait qu'il a des vents, ça dépend des jeux, mais c'est ça. Et donc c'est la transmutation, c'est un changement radical, une transformation importante dans le tirage. Si je la tire à l'envers, la lame, eh bien c'est l'incapacité à changer, quelque chose qu'on devrait changer. Ou alors, ça bouge trop, évidemment, ça change trop. Donc ça peut être l'hyperactivité aussi. En l'occurrence, donc c'est l'idée, on peut faire des petites... allez, si je m'amuse à faire 2-3 comparaisons par rapport à des références bibliques, ce qui est rigolo, c'est qu'en 12, donc la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est l'Amed, qui vibre en 30. 30, c'est le nombre de pièces d'argent ou d'or, je ne sais plus, ça c'est vrai, que Judas reçoit pour trahir Jésus, Judas qui finit pendu, et la lettre, donc comme le pendu, et la lettre Lamed porte elle-même ce sens-là, parce que c'est l'expansion de la parole du prophète, par exemple, en hébreu, de la parole divine, et dans un sens plus profond, c'est si je ne respecte pas cette parole, alors je risque le châtiment. Le pictogramme qui représente la 12e lettre hébraïque, c'est comme une corde. Comme par hasard, on retrouve ici le pendu, donc une corde. Donc il y a plein de liens comme ça entre l'hébreu, le texte même, les textes bibliques. Et donc en 13, c'est rigolo là aussi, c'est que la 13e lettre, c'est même, pardon. Et même, ça fait, bon, c'est la lettre qui compose le mot maïm, qui veut dire les eaux en hébreu. On ne dit pas l'eau au singulier en hébreu, donc c'est forcément les eaux. Donc, sous-entendu, la séparation des eaux. D'ailleurs, même, c'est aussi la lettre qui fait commencer le nom Moïse, hein, Moshe en hébreu. Moshe qui a été retrouvé dans les eaux aussi, donc il y a toujours cette idée des eaux.
Et l'idée de séparation des autres, qu'est-ce qu'on fait ici? On sépare. Le personnage, il sépare, il tranche. Et donc il y a bien l'idée de balayer, de séparer, et elle est bien liée à l'énergie d'eux-mêmes, de la lettre même. Ainsi de suite, hein. Donc on peut faire comme ça, et avec les autres lames, comme ça. Donc en 14, on obtient tempérance, et non pas la tempérance. Parce que des fois on dit c'est la tempérance, et là on remarque qu'il n'y a pas le pronom devant. Alors tempérance, c'est après avoir transmuté, on est vraiment dans cette idée de transformation, c'est transformer l'eau en vin, par exemple, c'est vraiment de spiritualiser la matière, de se reconnecter à notre mental du haut. Dans un tirage, plus concrètement, ça va être savoir prendre soin des autres et de soi avec équilibre. C'est cet équilibre par rapport à ça, c'est aussi cette idée de prendre son temps peut correspondre à l'idée de patience. Donc, tempérance, c'est la patience aussi. C'est prendre le temps de vivre. Donc, c'est errer dans le temps. Donc, effectivement, si on coupe tempérance en deux, même s'il manque un R, ça fait temps, errance, errer dans le temps. Donc, on erre dans le temps, positivement, ça donne quelqu'un qui prend le temps de vivre, donc, pour soi et aussi les autres. C'est le cycle du don, c'est savoir donner, recevoir et rendre. Donc inversement, si je la tire à l'envers, c'est quelqu'un qui ne prend pas assez de temps pour lui et les autres, il y a un déséquilibre à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui est impatient, qui manque de patience, par exemple. Voilà, pour celle-là. Donc c'est aussi une vertu cardinale, en grec c'est sophrosyné, et c'est la vertu qui irrigue toutes les autres vertus et qui était avant déjà, donc la force, la justice. J'ai oublié de dire que l'ermite, ça peut représenter la prudence. Hein. La prudence, c'est la quatrième vertu cardinale. Et donc on a terminé le deuxième niveau du mandala. Donc c'est vrai on est passé de la maîtrise de son ego, on va dire, à la maîtrise de son mental, plus généralement de son mental, et dans cette idée d'équilibrer davantage, toujours, on va dire, les énergies du haut, les énergies du bas, son esprit et son âme. Et donc on arrive au diable, le diable, en 15. Alors si on le tire à l'endroit, effectivement, il n'est pas négatif, parce qu'il peut représenter l'idée suivante. J'aime bien dire que le diable il nous rappelle la phrase de Rabelais qui nous dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors le diable, il est là pour nous rappeler que on doit faire preuve d'intelligence, on va dire, au service du bien. Voilà. Il prévient, il dit, voilà, fais attention aux tentations au général. Enfin, fais attention. Si on le tire, de toute façon, si on le tire à l'endroit, il est là pour dire plutôt, oui, on fait preuve d'intelligence. Effectivement, il nous rappelle la capacité à être stratège aussi. C'est la stratégie, c'est de grande intelligence, l'habilité dans le monde terrestre. C'est-à-dire que comme on maîtrise bien notre mental à ce moment-là, eh bien le diable il peut représenter ces choses-là, effectivement. C'est la capacité aussi à mieux comprendre les informations liées à notre subconscient, à l'inconscient. Encore une maîtrise toujours plus grande de toutes ces choses-là. Et évidemment, donc si on le tire à l'envers, et ben, ça peut être le manipulateur, le calcul au service de son intérêt égoïste, quelqu'un qui vit trop, on va dire, dans ce qu'on appelle les tentations, donc qui se perd dans la matérialité, par exemple. Et donc en 16, on obtient la maison de Dieu. Alors pareil, la maison de Dieu, elle peut avoir une image un peu négative des fois, a priori, parce que comme on voit une tour qui est à son toit qui est explosée par alors là, pareil, il y a deux
façons de lire. Il y en a qui voient l'objet qui est en haut à droite comme un plumeau, sinon un éclair. C'est vrai que dans certains jeux, on dirait vraiment un plumeau, quoi. Puis dans d'autres jeux, c'est un éclair. Hein. Un éclair qui foudroie le toit de la tour. Alors, elle n'est pas négative si on la tire à l'endroit, toujours comme toutes les autres lames. La maison de Dieu, c'est la capacité à recevoir une illumination, c'est-à-dire à être dans la spontanéité, c'est l'intervention, c'est les choses qui se passent bien et dans l'immédiat. Voilà, si je la tire à l'endroit, il ne faut pas s'inquiéter, on reçoit ce qu'il faut recevoir. Donc la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu, quand même, sous-entendu, donc on peut le voir comme ça. Donc c'est faire preuve de spontanéité, hein, toujours dans cette idée quand même de lâcher prise, être dans la spontanéité, dans l'instant présent, vivre ici et maintenant aussi. C'est la joie, puisqu'on peut imaginer que les deux personnages qui sont à ses pieds, au pied de la tour qui a un autre nom, hein, d'ailleurs dans d'autres jeux, c'est The Tower par exemple en anglais. On peut imaginer que les deux personnages donc, ils sont tellement contents qu'ils marchent sur les mains. Et puis ils ramassent, ils récoltent, hein, c'est un moment de récolte, alors ils ramassent éventuellement des deniers, le fameux rond là, qui tombent, qui sortent peut-être même de la maison de Dieu ou qui tombent du ciel, où il neige ou bien, voilà, ça peut vraiment être cette idée de joie. Ou bien, inversement, donc, on va pas dire que c'est la catastrophe, mais bon, attention, si je la tire à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire qu'on voit une tour, et le risque, c'est de rester enfermé dans sa tour. Donc on nous prévient de savoir rester ouvert au monde, parce que le toit explose, et donc c'est savoir rester connecté avec l'extérieur. Donc si je la tire à l'envers, ça peut être quelqu'un qui se protège de trop, qui n'est pas assez dans la joie de vivre, justement, et qui s'enferme dans sa tour. Par exemple. Ce qui est rigolo, c'est que on constatera que la lettre U, je le dis là, je l'aurais dit après, mais là je le dis là, parce que ça tombe bien. La lettre U, dans les noms des lettres, des lames, des fois elle est représentée par un V. Bon, ça on peut dire c'est une allusion au chiffre romain. Et donc la maison Dieu, en fait, si on lit bien, c'est la maison d'Ève. Alors un anagramme de Diève, c'est vide, donc ça peut correspondre à une maison qui est vide. Et en même temps, le V, il nous ramène à la 5e lame, c'est-à-dire le pape. Donc la maison de Dieu nous rappelle que c'est la maison du pape. Ça tombe bien, par exemple. Donc il y a plein de choses comme ça dans le tarot. Hein. Si on s'intéresse uniquement aux chiffres, aux lettres U qui sont remplacées par la lettre V, on peut faire pareil avec l'amoureux, parce que l'amoureux, en fait, c'est pas marqué l'amoureux, c'est marqué l'amov revs. Donc on a V, V et I. Et si on fait la somme, ça fait 20, donc on arrive au jugement. Et on voit que les deux lames, le jugement qui rend 20, ces deux lames se ressemblent. Elles ont une correspondance. Il y a un ange qui est au-dessus de 3 personnages. En 20, le jugement, et en 6, l'amoureux. Donc il y a plein de passages secrets, passages souterrains en fait dans le tarot. On pourrait parler aussi des traits, des barres, il y a des nœuds des lames. Des fois, à côté des nœuds, il y a des barres comme la force. On peut s'amuser à compter le nombre de barres qu'il y a. Et c'est une clé vers une autre lame. Enfin bref. Alors je continue. Au 17, on a l'étoile. Alors l'étoile, ça peut représenter l'espoir, l'espérance, suivre sa bonne étoile, être né sous une bonne étoile. Donc c'est l'espoir, l'espérance, sinon c'est le dévouement, voire la dévotion. Donc en négatif, ça peut être quelqu'un qui donne de trop, qui se soumet. Hein, c'est une femme nue qui a un genou à terre, qui en fait peut-être trop, qui en fait trop pour les autres, qui s'oublie. Bon, si on la tire dans le bon sens, à l'endroit, eh bien c'est quelqu'un qui fait preuve de dévouement et de charité. Donc l'étoile, voilà ce qu'on peut dire. C'est vrai que quand on lit, voilà, je ne sais pas si c'est le cas, mais on peut lire le tout là au lieu de l'étoile, parce que c'est bizarre, le I est collé au L, le tout c'est le nom d'une rivière, enfin c'est pareil là,
je ne sais plus où elle existait le tout. Alors, puis même en allusion aussi à... Tout à l'heure, je parlais à Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, c'est Myriam de Magdala, et Magdala, c'est la tour en araméen. Et en fait, la tour, c'est la 16e, ça nous ramène à la lame d'avant. Et finalement, le personnage de l'étoile peut représenter Marie-Madeleine qui regarde une tour. Donc 16 et 17, ça forme Myriam de Magdala. Bon, c'est des choses comme ça, les liens qu'on peut faire comme ça. Donc en 17, comme le personnage regarde vers la, oui, comme le personnage regarde vers la gauche, ben, ça peut être quelqu'un qui se dévoue pour le personnage qui est à la gauche, dans le tirage. Hein. Ce que j'ai oublié de dire pour la lame d'avant, c'est que si je la tire au milieu, la lame, la maison de Dieu, c'est qu'en haut, on se met, on voit d'un côté un éclair et de l'autre côté la tour, le toit de la tour. Et si je tire la lame au milieu, je dis que ce qui est à gauche de la lame, c'est ce qui est superflu, superficiel, plus matériel, parce que c'est lié au toit de la tour, qui est de la matière. Et ce qui est à droite de la lame de la maison de Dieu, eh ben, c'est quelque chose de plus lumineux, de plus divin. C'est quelque chose vers lequel il faut aller. Il vaut mieux aller vers la droite que vers la gauche, parce que c'est lié à l'éclair, par exemple. Donc, vous voyez, selon si je tire certaines lames au milieu ou pas, ça a un sens un peu différent. Un sens qui s'ajoute. Donc après, on obtient la Lune, en 18. Alors, la Lune, ça représente les rêveries, les émotions, les rêves, donc, le monde des rêves, les fantasmes. Donc, dans le sens négatif, c'est quelqu'un qui est trop dans la Lune, donc qui vit trop à travers ses rêves, quelque part, qui n'est pas assez ancré. Mais bon, positivement, bon, bah, c'est quelqu'un qui fait preuve qui sait s'en remettre à son intuition, qui sait écouter ses rêves, c'est bien, très bien, important. Ça peut être lié donc à la passion, évidemment. Une passion, ça peut être destructrice, comme on le sait, la passion. Donc si je la tire à l'envers, ça peut nous évoquer ça. Il y a un petit jeu de mots aussi qu'on peut faire là, c'est qu'on constate qu'il y a deux tours derrière les deux animaux. Donc, et on constate que les tours diffèrent par les toits. Et donc les tourdis diffèrent par les toits. Donc la Lune, elle nous rappelle sur le fait que, de ne pas faire preuve de trop d'étourdissement, par exemple. Donc le fameux crabe qu'il y a dans l'eau nous rappelle cette idée de vivre, de savoir se reconnecter avec des choses du passé, mais en même temps de ne pas trop vivre dans le passé également. Voilà pour la Lune. La Lune, ça peut représenter aussi nos émotions en général. C'est vrai que... donc après, c'est la mère des mers. C'est vrai que la Lune pour représenter la mère des mers, et puis après le Soleil pour représenter le père des pères, donc la foi. Et c'est pour ça que le Soleil qu'on obtient en 19, on voit deux personnages, on dirait des jumeaux, qui ont l'air d'être déjà de bien s'apprécier, qui ont l'air d'être heureux. Donc le Soleil dans un tirage, ça représente le bonheur, mais à plusieurs, l'entente cordiale, le bonheur à deux, pas forcément amoureux, mais amoureux aussi, le bonheur amical, l'épanouissement professionnel, par exemple. On constate que, bon, alors les personnages, ils sont à l'extérieur, mais en même temps, il y a un mur derrière. Donc c'est la foi dans le sens où on reçoit ce qu'on a à recevoir, mais sous une certaine protection. On est protégé. Hein. Il y a une protection, il y a le Soleil qui nous protège. On peut constater aussi qu'entre la 18 et la 19, comment on peut dire, les gouttes qui tombent ou qui remontent, justement on dirait qu'il y a des gouttes qui tombent de la Lune en 18 et en 19 c'est le contraire. Ah non, c'est dans le même sens,
c'est pareil. Voilà, ça dépend des jeux, pareil. Il y en a, apparemment, ça remonte, puis ça descend. Bon, si on se fie à ce jeu-là, c'est pareil. Par contre, il y a un petit truc rigolo aussi que j'aime bien dire par rapport à la lame du soleil, qui représente donc, le bonheur, on dit l'entente cordiale, une certaine joie, la complicité évidemment, le rapport frère et sœur aussi, bien sûr. En fait, si on regarde bien, en dessous des deux personnages du soleil, bon, bah, c'est marqué le soleil, d'accord, mais en décalé. En fait, en dessous du premier personnage, il est écrit exactement le SO, L-E et un peu plus loin S-O, et en dessous du deuxième, c'est marqué le il. Et en fait, ça peut faire allusion à deux autres lames du tarot de Marseille, parce que le sot, quelqu'un qui est sot, bah, il est fou, donc ça peut nous ramener à la première, à la lame, le mat, qui est tout en bas à gauche. Et le il, c'est celui qui n'a pas de nom. Si on dit quelqu'un il ou elle, on ne le nomme pas. Et il y a l'arcane sans nom, c'est la 13. Donc en fait, les deux personnages du soleil peuvent représenter la lame qui n'a pas de nombre et la lame qui n'a pas de nom. C'est-à-dire le mat et l'arcane sans nom. Alors bon, c'est rigolo comme ça, c'est vrai qu'il y a... Mais en fait, ils ont quand même quelque chose de particulier. Donc je reviens à la lame, le mat et à l'arcane sans nom. C'est que ce sont les deux seules cartes finalement qui marchent, qui vont de l'avant, qui vont de gauche à droite. Donc effectivement, le mat, il représente, finalement j'ai pas trop parlé du mat, finalement j'ai commencé par le battleur, mais le mat dans un tirage représente l'esprit libre, celui qui avance sans trop se poser de questions, c'est vraiment celui qui n'est pas attaché à la matière, qui avance dans la vie avec le minimum possible. Mais il avance. Donc, l'arcane sans nom, le personnage politique, il avance aussi. Voilà. Donc c'est les deux personnes, enfin les deux personnages qui avancent, l'arcane sans nom et l'arcane sans nom. Donc ça pourrait représenter le sceau et le il, c'est-à-dire le soleil qui est sur la lame 19. Ensuite, on a le 20, le jugement. Alors le jugement, ça peut représenter, des fois c'est un peu difficile de l'interpréter. Dans un tirage, oui, ça dépend de la question. Alors, généralement, ça représente quand même un renouveau, puisqu'alors j'ai parlé de renaissance, la confiance entre les gens, hein, c'est la relation finalement qu'on a en 19, mais qui est vraiment, dont la conscience est vraiment là, il y a vraiment insistance sur l'idée de confiance. C'est les nouvelles choses qui nous arrivent dans la vie, des nouvelles relations, une nouvelle union amoureuse ou bien professionnelle, avec, en fait c'est une union mais qui, peut-être à la différence d'ailleurs du 19, avec le mur qui est derrière, en 20 c'est une union mais qui prend davantage en compte les autres, qui est plus ouverte encore sur le monde. D'ailleurs le monde, on trouve en 21, j'ai pas fait exprès, mais c'est ça. Donc, voilà, le jugement, ça peut représenter ça. En négatif, ça peut représenter un juge qui ment, donc la justice, mais bon, se méfier de la justice, par exemple. Non, mais ça peut, oui, ça peut faire... en négatif, ça peut être ça peut représenter un manque de confiance en soi, ou, attention, une personne qui est dans le mensonge, par exemple, qui véhicule les mensonges, ou bien... un manque de renouveau, vous voyez, c'est assez large quand même, c'est des informations qui ne se ressemblent pas tant que ça les unes les autres. Donc ça peut représenter aussi, on a dit, la réincarnation. Et ça peut représenter aussi, mais ça c'est vrai, ça m'est arrivé, c'est-à-dire que l'ange qui est au-dessus des trois personnages, au bout de sa trompette, enfin, au milieu, là, au niveau de sa trompette, ça peut représenter une lettre, un courrier. Donc c'est le message, l'ange qui a un message pour nous. Donc il nous rappelle aussi la capacité à savoir recevoir des messages subtils. Les anges cherchent à rentrer en contact avec nous à ce moment-là.
on a un colis, on a un courrier. Voilà, c'est le courrier divin, c'est le colis divin. C'est l'énergie du malak, quoi. Malak, en hébreu, c'est à la fois l'ange et le messager. Et les deux, ça peut représenter évidemment la naissance hein, dans un couple, puisqu'il y a le personnage qui est en bleu au premier plan, et donc ça peut représenter une naissance. Et les deux personnages derrière, l'homme et la femme, ça peut représenter, ils peuvent représenter le couple formé par le mât et l'étoile, parce que, je vous fais remarquer une chose, c'est que si le mât on met en bas, tout en bas à gauche, c'est qu'il est censé parcourir toutes les autres lames, et qu'est-ce qu'il regarde exactement? Il regarde, on peut faire le trait, hein, sur la droite avec une règle, il regarde l'étoile. Donc il est guidé par sa bonne étoile. Et le mât et l'étoile, les deux personnages se regardent, on voit bien, hein, même s'ils ne sont pas du tout au même niveau, forment, on va dire, le couple parfait dans le tarot de Marseille. Donc c'est pour ça qu'on le met là, le mât, en bas à gauche. Parce qu'il regarde l'étoile. Pour avancer, il suit sa bonne étoile. Et puis en 21, bon, bah, le meun, alors c'est l'accomplissement, on dit, à tous les niveaux. Donc c'est la maîtrise des 4 éléments, air, eau, terre et feu. Et puis c'est l'enfant justement qui est né. Le personnage, des fois c'est un homme, des fois c'est une femme, donc finalement c'est un androgyne en général, qui est au milieu, regarde, on constate hein, ce qui s'est passé avant, le jugement. Donc voilà, alors, quand je tire le monde dans un tirage, effectivement c'est quand même, on est plutôt sur la bonne voie si je le tire à l'endroit, parce que c'est une réponse affirmative comme j'ai dit. Et même si je la tire à l'envers, bah, c'est vrai que c'est négatif, d'accord, mais bon, ça reste le monde. Alors, il faut voir la lame que j'ai tirée par-dessus en conseil, parce que le monde, finalement, s'il est là, c'est qu'il n'y a peut-être pas tant de choses que ça a changé, c'est qu'on n'est pas très loin d'une certaine réussite, ou d'un certain accomplissement. Donc, il y a un petit truc qu'on peut dire aussi sur le monde, c'est qu'on constate que bah, les noms des lettres sont écrites en majuscules, et donc il n'y a pas les accents. Et le verbe monder existe, ça veut dire purifier. Et donc, au lieu de lire le monde, on peut dire le mondé, on peut imaginer qu'il y a un accent sur le E. Donc le mondé, c'est le purifier. Et si on fait le verlan de mondé, on obtient démon. Donc on est passé du démon au mondé. Donc on a chassé le démon quand on est en 21. C'est bien ça. Voilà ce que je peux dire, faire un tour d'horizon des lames, le tarot de Marseille. Ouais, c'est bon. Je termine. Voilà. Il faut refaire un tour, mais il y a beaucoup d'informations. Mais... Voilà. Ça avait plus de place. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et après, tu t'as apporté un verre d'eau. Oui, merci. Gentil. J'ai souvent soif, alors ça tombe bien. On a pas beaucoup parlé, hein, c'est normal. Ah ouais. Moi, c'était très studieux, hein. Tout le monde, hein, c'est pas, j'ai l'impression, hein. Ça rit plus, là. Parce que je pourrais montrer une grille de tarot. Par exemple, genre, fait que je tiens le pendu. Alors ça, c'est une grille de tarot, une grille donc, qui correspond à la lame du pendu que j'ai écrite. Alors, en fait, les colonnes, là, ça correspond à amour, professionnel, intellectuel, philosophique et spirituel. Alors quand j'ai fait ça, c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps, d'accord, et puis bon, c'est quand même le mental qui travaille beaucoup, là. Alors quand je fais un tirage, je les regarde très rarement, finalement, ces grilles, parce que je m'en suis inspiré. En les faisant, ça rentre, hein, ça nous aide à assimiler. Alors je les regarde rarement, c'est vrai, mais il m'arrive de les consulter quand même. Je sens que, tiens, il me manque un petit truc là, par rapport à telle ou telle lame. Peut-être que je ne vois pas la lame
dans le sens, c'est pas un sens habituel, peut-être que là, il faut que je vois autre chose. Alors ça m'arrive, et je sens quand j'ai besoin de consulter une de mes fiches, parce que c'est vrai que, voilà, ça dépend, ouais, mais ça m'arrive vraiment de dire, tiens, là, il faut que je regarde, il me manque un truc dans le tirage, il faut que j'aille consulter la fiche. Donc, ça, c'est vrai que ça aide à bien assimiler l'histoire en question, on va dire. Et effectivement, la lettre bête, l'alphabet hébraïque, donne pas mal d'informations en plus, mais bon, déjà juste l'approche avec le tarot de Marseille, il y a déjà de quoi faire. Hein, si on remet au nom des lames, au personnage, j'ai pas parlé des couleurs, au début je regardais les couleurs aussi, parce que le bleu va représenter plutôt les énergies célestes, hein, le rouge, les énergies terrestres. Bon, après avec l'habitude, c'est-à-dire quand je fais un tirage, j'analyse pas comme ça tout, il ne s'agit pas de tout décortiquer évidemment, mais surtout qu'après avec l'habitude j'utilise des jeux, enfin, j'ai un jeu qui c'est pas les mêmes couleurs du tout, donc au final, pour moi ce qui est très important c'est le regard, effectivement, les actions qu'on voit dans le tirage, qui sont formées par les personnages. Bon, c'est évidemment le sens des lames, c'est les nombres qu'on voit, la répétition éventuelle de certains nombres, et puis après, c'est déjà pas mal, hein, tout ça, hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, hein.